Euh, Au niveau des moyens de financement, il y a différents moyens de financer une structure, hein. Que ce soit donc d'abord les fonds propres. Quand tu vas créer, tu vas mettre de tes deniers personnels dans dans le budget de création de ta structure, Mm. euh, avec la possibilité de les récupérer plus tard en fonction de la santé de la structure et sans forcément d'avoir de contraintes qui auraient, comme par exemple pour un emprunt bancaire. Un emprunt bancaire, tu as un contrat avec la banque qui va définir des modalités de paiement selon un calendrier avec des échéances fixes et des intérêts que tu ne vas pas forcément mettre en place dans le cas où c'est ta structure que tu montes, tu mets ton argent, tu le récupères en fonction de est-ce que la structure te le permet, est-ce que ça ne met pas en danger la structure de récupérer ton argent, et puis à ce moment-là, tu le récupères quand on a besoin. Tu as également le crowdfunding, donc, qui est plus c'est l'investissement privé participatif avec plein de plein de petits investisseurs. Donc là, du coup, on sort du modèle bancaire, mais tu fais toujours appel à de l'investissement privé. Mm. Tu as les subventions. Donc, fonction de ton activité, fonction de la forme juridique, tu vas avoir droit ou non à des subventions. Et pour les associations, tu vas avoir des adhésions. Donc, pareil, donc, quand tu vas définir tes statuts, tu vas définir différents types d'adhérents et donc différents montants d'adhésion à ton association. Et ça, dans certains cas, ça va être la seule forme de revenu pour des petites associations qui font juste des petites activités. D'autres vont avoir des subventions euh, ou des dons aussi. C'est aussi une option. Tu as des gens qui donnent, tout simplement. Et là, tu mets. Pardon, Vas-y, vas-y. je peux y aller? Enfin, je pose beaucoup de Vas-y, vas-y, questions, vas-y. désolée. Il y a un financement là dont tu parles, enfin, dont tu n'as pas parlé, mais je ne sais pas du coup s'il rentre dans ce cadre-là. Ce serait être financé, tu vois, par un fonds ou sponsorisé par, je sais pas, une entité autre que du crowdfunding. Donc, tu as Un business angel? un financement extérieur, ouais, par exemple, un business Ouais. angel ou un fonds d'investissement ou, ou une asso qui, enfin, tu vois, Ouais. Oui, c'est aussi un autre moyen de financement. Après, euh, en fait, des solutions, il y a plein de solutions qui existent ouais. et il y a aussi moyen de créer tes propres solutions. Mm, Euh, Après, je dirais que c'est vraiment en fonction de ton projet et mm, des risques qui sont associés à chaque mode de financement. Euh, Par exemple, quand tu fais appel à un investisseur externe, un fonds d'investissement, par définition, le fonds d'investissement, lui, son intérêt, c'est quand même de gagner de l'argent. ouais. Donc, il va investir dans ton projet, mais il va avoir aussi un droit de regard, voire même un droit de décision. Ouais. Donc, voilà, tu as toujours le choix, tu as plein d'options, effectivement, hein. Mm, Mais après, il faut voir quel est le risque associé et surtout dans quelle mesure ton projet ne va pas être dénaturé. ouais. Par exemple, l'emprunt bancaire, tu vas emprunter à la banque. Si tu n'arrives pas à rembourser, euh, bah, tu peux perdre le contrôle. Par exemple, si tu avais acheté des machines ou autre, la banque peut très bien saisir, revendre et Mm, ta structure part en vrille, tu n'as pas de moyen de contrôle. mm, À ce moment-là, c'est la banque qui décide. Et souvent, les décideurs externes
vont avoir tendance à être frileux. Donc, il faut aussi le prendre en compte, tu vois. Une Ouais, banque ouais. comme un business angel, ils veulent faire de l'argent, hein. Les investisseurs, ils veulent faire de l'argent. Donc, les risques, ils vont en prendre, mais dans une certaine mesure. Bah, tu risques de sortir de l'éthique, quoi. C'est le risque que tu prends, en fait, c'est ça. Oui, tu prends le risque. Après, si tu as spécifié dans tes statuts la manière dont ta structure doit être gouvernée, la manière dont euh, les bénéfices sont redistribués, Mm. c'est écrit, tu as le contrôle, ou en tout cas le contrôle n'est pas exclusif à cet investisseur. Et dans la logique, si ça a été bien structuré, bon, tu ne perds pas le contrôle. Mais par contre, un investisseur va peut-être être plus frileux à investir dans ta structure s'il n'a pas de moyen Mm. s'il n'a pas de levier justement pour être sûr de récupérer son argent. Tu vois, Ouais. si, Du coup, là, oui, tu veux dire que par exemple, tu peux mettre dans un statut qu'un fonds d'investissement, tu peux écrire dans le statut un truc sur le contrôle d'un fonds d'investissement, c'est ça? dans les statuts, tu peux écrire ce que tu veux en fait. C'est D'accord. comme dans un contrat. Tu peux écrire ce que tu veux. Après, il y a des fois, il y a des clauses abusives. Mais Ouais. concrètement, en fait, l'idée, c'est tu définis dans les statuts quelles sont les parties prenantes à la structure, comment c'est structuré. Par exemple, je sais pas, on monte une association, et cette association, il va y avoir un bureau, il va y avoir un conseil d'administration. Voilà les pouvoirs du bureau, voilà les pouvoirs du conseil d'administration. Généralement, les pouvoirs du bureau, ben, c'est relativement classique. C'est plutôt défini, c'est plutôt quelque chose de légal, tu vois, ça ne bouge pas trop. Après, tu as le conseil d'administration qui va avoir d'autres pouvoirs de décision. Euh, et après, tu peux justement aussi, bah, dans la sauce, tu dis, OK, bon, on a besoin d'argent, on va faire appel à des gens qui vont donner ou qui vont nous prêter. Les gens qui donnent, bah, ils donnent, l'argent, il est à toi. Ils vont peut-être te demander, par contre, un contrôle sur ce que tu fais de l'argent, Mm. de l'argent ou du bien matériel. Par exemple, tu as des gens qui vont donner des immeubles. C'est courant, hein. Tu as des gens, par exemple, qui, dans leur testament, ils disent bah, moi, j'ai tel appartement ou telle maison, je donne à telle association. Et tu as des assos comme même des écoles. Le, la Croix-Rouge, par exemple, a plein d'appartements qui sont des dons. Mais c'est spécifié qu'ils doivent l'utiliser d'une certaine façon, qu'ils n'ont pas forcément le droit Ah. de le revendre. Voilà, c'est à toi de spécifier, en fait, quand tu montes ta structure ou quand tu fais un don ou quand tu empruntes de l'argent, tu fais un contrat avec la personne. Et dans ce contrat, tu vas spécifier dans quelles conditions tu vas utiliser cet argent et surtout dans quelles conditions la personne pourra contrôler ce que tu fais. Ok. Dans le cadre d'un crowdfunding, tu as moins ça, ou non? Bah, tu as des contreparties à donner en fonction de ce que les gens participent à ton financement. Donc ça, c'est à toi de définir les contreparties. Ouais, mais derrière, tu as moins ce droit de regard sur, et de décision sur ce qui va être fait post-crowdfunding. Ouais. Ouais, en fait, ça va vraiment dépendre de la taille du donateur, en fait. La taille, sa force, entre guillemets, et le contrôle qu'il voudra avoir. Et puis, après, il y a aussi un autre point qui est important quand quand tu fais appel à des dons ou des emprunts extérieurs, bah, c'est aussi bah, l'éthique. C'est que tu vas avoir des entités qui vont donner pour faire du greenwashing. Ouais. Donc voilà, il faut aussi regarder ça quand quand tu vas monter ta structure. Est-ce que, euh, est-ce que tel ou tel donateur Mm. partage vraiment tes valeurs, quoi. Mm. J'ai compris. Est-ce qu'il y a des risques associés par rapport à ton image si tu laisses tel donateur rentrer Tu vois, on s'est posé la question justement pour le collectif.
par rapport à certains donateurs. On a eu quelques réunions et on s'est posé la question, est-ce que on laisse n'importe qui donner ou pas? Fabrice, Oui, Marc. est-ce que pour la rédaction des statuts, toi, tu conseilles, enfin, tu penses que c'est accessible pour n'importe quel entrepreneur de rédiger ses statuts ou tu conseilles vraiment de se faire accompagner parce qu'il y a quand même pas mal de choses, notamment vis-à-vis de la gouvernance, de tout ce que tu nous as dit qu'on pouvait inscrire dans les statuts. Ça me semble quand même assez complexe et ça peut entraîner pas mal de conséquences derrière. Est-ce que Alors, enfin, toi, de ton expérience, en fait, et même des gens que tu as pu voir autour de toi, est-ce que c'est une bonne idée de rédiger ses statuts seul ou est-ce que c'est préférable de se faire un peu accompagner là-dessus? alors moi, mon expérience, elle est un peu particulière parce que j'ai fait une formation de gestion d'entreprise, j'ai fait un master de gestion d'entreprise dans laquelle j'ai appris à faire les statuts d'entreprise. Donc, dans mon cas, voilà, j'avais mes statuts avec toutes les clauses qui sont vraiment nécessaires et je les avais, je les comprenais, donc j'étais autonome. Mais je serais tenté de te dire que c'est toujours bien de se faire accompagner, surtout sur les sujets où un sujet que tu ne maîtrises pas complètement, bah, c'est bien de te faire accompagner. Tu vas gagner en clarté, tu vas gagner en temps, parce que la personne qui t'accompagne, bah, elle va avoir son expertise, elle va avoir, généralement, elle est là pour ça, pour t'apporter justement cette expertise et ce retour d'expérience qui va te faire gagner du temps. Et de la même manière que je le disais pour quand tu vas choisir ta forme juridique, de voir auprès d'un comptable les avantages et les inconvénients au niveau fiscal de chaque structure, bah, c'est pareil, dès que tu vas rentrer dans des choses un peu spécifiques, ben oui, c'est bien d'avoir un conseiller qui sera peut-être soit un avocat, soit un juriste, qui va te dire attention, là, dans telle clause, tu prends un risque ou pas, ou qui va peut-être te conseiller justement de te donner la formulation juste par rapport à la répartition justement bah, de la gouvernance ou la répartition des richesses. Okay. Mais voilà, quand tu maîtrises pas un sujet, fais-toi accompagner. Ok. Ensuite, on va parler donc de la formation du prix de vente. Donc, il y a trois façons de définir les prix de vente. Ça va être par les coûts de production et tous les coûts associés en fait. Donc, si c'est par exemple des produits, ben, il y aura les coûts de production, les coûts d'acheminement, enfin, les coûts de transport, les coûts de stockage, tous les coûts donc pour la production. On fait la somme de ces coûts, on rajoute la marge et ça va définir le prix de vente. On peut aussi se baser sur les prix de la concurrence. On regarde ce que fait la concurrence pour une offre équivalente ou à peu près équivalente si on s'insère dans un marché où on va être en concurrence directe au niveau des offres. Donc, on peut regarder ce que fait la concurrence et s'aligner avec le risque que les coûts de production fassent qu'on n'est plus à l'équilibre. Parce que si on définit le prix de vente par rapport à un concurrent qui vend 100 fois ou 1000 fois plus que vous, bah, forcément, ces coûts de production ne sont pas les mêmes. Et s'aligner sur un produit de cette façon-là, c'est prendre un risque. Prendre le risque d'avoir une marge négative. Et une troisième option, c'est la valeur perçue. Donc, en fait, la valeur, c'est quelque chose de très subjectif, en fait. Quand vous vendez quelque chose, que ce soit un produit ou un service, ce qui va permettre de définir la valeur, c'est
dans quelle mesure vous répondez à un besoin qui est fort et urgent pour le client. Et c'est ce qui va faire qu'il sera disposé vraiment à mettre le prix pour avoir la réponse à sa problématique et régler son problème rapidement, en fait. Plus le problème est urgent, Plus c'est cher, en gros. bah, ouais, plus tu as de marge, plus tu as de latitude Hmm. pour vendre cher. Fabrice, Oui, tu m'entends? J'avais mis vas-y, J'avais vas-y. coupé le son parce qu'il y a des travaux à côté, donc c'est pour éviter les désagréments. Et qu'est-ce que tu penses, parce qu'il y a pas mal de marques enfin, il y a de plus en plus de marques, on va dire, qui commencent à être assez transparentes sur leur prix de vente. Donc, en gros, à quoi correspond leur prix de vente, comment c'est réparti entre eux, en particulier quand elles vendent des produits, la matière première, la rémunération de la main-d'œuvre, etc. Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette pratique-là? Bah, si tu fais de l'éthique, je pense que c'est bien. Après, bah, en fait, je pense qu'il y a toujours le risque que tu aies bah, comme pour le greenwashing, quoi. C'est que ça devienne un C'est ce que j'allais argument, voilà, certains vont dire, bah voilà, moi, voilà comment sont constitués, voilà comment est répartie comment dire, le, le revenu par rapport aux produits que je vous vends, mais ça va pas forcément. Enfin, des fois, tu vas creuser et en creusant, tu vas te rendre compte que, bah, en fait, le petit producteur, bah, il gagne pas sa vie. On Mais t'a c'est ce annoncé que quelque j'avais chose. c'est Ouais. ce que j'avais demandé. Est-ce que tu as un devoir de transparence quand tu fais des pratiques de ce genre-là? On va Bah, dire que moralement, oui, mais après, dans les faits, c'est toujours difficile, comme a dit Fabrice. ah ouais, bah oui, c'est toute la problématique. Et tu vas avoir après des organismes qui vont te donner des certifications, ou effectivement qui vont être là pour valider, pour suivre, enfin ils vont t'auditer et puis ils vont valider effectivement bah, que c'est pas du greenwashing, mais que vraiment que tu as une vraie éthique. Mais tu as les contraintes aussi qui vont être associées. Donc, c'est- si tu veux vraiment faire de l'éthique, je serais tenté de te dire, oui, vas-y, fais-le. Et tu seras de toute façon en phase avec tes valeurs. Et tes clients, ben, généralement, ça va être des gens qui vont partager ces valeurs. Donc, il n'y a aucun problème à l'annoncer. De toute façon, à partir du moment où tu veux vendre de l'éthique, je dirais la plus grosse problématique, c'est de rester concurrentiel par rapport à ceux qui ne font pas d'éthique. Où là, ça, voilà. Les coûts de production ne vont pas être les mêmes, les matières ne vont pas être les mêmes. Enfin bref, à partir du moment où le coût n'est pas le même, forcément, ils peuvent se permettre d'avoir des prix de vente beaucoup plus bas. Hmm. Et, et le prix, c'est pas, enfin, dans beaucoup de cas, ça va rester quand même le premier critère d'achat. Tu as beau avoir des velléités écologiques fortes, si ton Hmm. porte-monnaie ne suit pas, bah, tu vas acheter ce que tu peux acheter, Ouais. même si tu n'es pas forcément en phase avec les valeurs de l'entreprise qui vend. Bah, si ton porte-monnaie ne te permet pas d'acheter autre chose, bah, tu vas acheter ça. Hmm. Donc, voilà. Après, il y a des alternatives. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Là, je suis un groupe d'étudiants entrepreneurs qui, en fait, eux, ils ont identifié des produits qui, selon eux, à la première analyse, n'ont pas trouvé leur marché, leur cible. C'est-à-dire que les produits sont bien, c'est des alternatives par rapport à des produits existants, mais Hmm. c'est pas médiatisé autant. Bah, aussi parce que peut-être que les fournisseurs n'ont pas les moyens de faire autant de publicité que les Mhm. grosses marques.
Et voilà, donc leur premier sentiment, c'est que, bon, ben, OK, ces produits ils sont cool, c'est des bonnes alternatives, c'est des produits locaux, on va essayer de les promouvoir justement par rapport à l'audience qui est sensible à ça. Et j'aurais dit, OK, déjà, vous avez identifié plusieurs produits, il faut être sûr que tous les produits s'adressent aux mêmes personas quand vous allez faire votre pub ou votre com. Si ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes, les gens ne vont pas comprendre. Donc, peut-être qu'il faudra faire des messages ciblés par rapport à chaque produit. Ensuite, avant de faire cette hypothèse que les produits n'ont pas trouvé leur cible, ça serait bien de voir avec les producteurs qu'est-ce qu'ils vous disent. Est-ce que oui ou non, ça a marché pour eux ou pas? Et ça serait bien d'analyser si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. En fait, tu as une bonne volonté, tout part d'une bonne volonté, tu as envie de faire quelque chose de bien, mais il faut se poser en fait les bonnes questions. Parce que tu peux très vite prendre des hypothèses, tu pars d'un constat, tu te dis ouais, ce produit il est super, c'est pas normal que ça marche pas, je vais le promouvoir. C'est une bonne volonté, mais tu te bases pas sur des faits concrets. Les faits concrets, c'est les comptes que va te ressortir la personne qui a produit, qui va te dire bah voilà, j'ai produit tant d'unités, ça m'a coûté tant, j'en ai vendu tant en tant de temps. Et j'ai fait tant de marge, j'ai touché tant de personnes. Voilà l'analyse que j'ai faite du public que j'ai visé. Donc, j'ai bien visé mon persona, oui ou non. Mes clients, ils ont tel profil. Et là, quand tu as vraiment des éléments concrets, là, tu peux dire si oui ou non ça a marché ou pas. Mais, et après, tu peux analyser. Et si tu te bases sur un sentiment, tu prends un gros risque. On va passer aux projections financières. Alors, les projections financières, dans le business plan, elles sont de 3 formes. La première, c'est le plan de trésorerie. Donc, le plan de trésorerie, en fait, c'est un suivi au jour le jour des encaissements et des décaissements. Et on va généralement le représenter de façon mensuelle. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a une ligne d'entrée, une dépense ou une rentrée d'argent, on va l'inscrire. Et ça va permettre de savoir déjà s'il y a du cash, la quantité de cash disponible à l'instant T et d'avoir un suivi de ce qui rentre et ce qui sort. Ensuite, on a le bilan. Le bilan, c'est une représentation qui doit être équilibrée entre les emplois et les ressources. Donc, c'est une façon de représenter les entrées et sorties d'argent de l'entreprise. Généralement, on le fait sur une période donnée et on va le faire généralement sur un exercice fiscal. Et ça permet de voir les montants par catégorie d'emploi ou de ressources, les montants qui vont rentrer et sortir. Mais c'est une représentation qui est un peu particulière parce qu'on vise à l'équilibrer, mais concrètement, l'argent qui rentre, la quantité d'argent qui rentre n'est pas forcément la même que l'argent qui sort. Donc, on va faire des jeux d'écriture pour équilibrer. En fait. Et enfin, le dernier, c'est le compte de résultat. Le compte de résultat, lui, représente vraiment une photo à un instant T de ce qu'il y a des produits et des charges de l'entreprise, donc de l'argent qui rentre et qui ressort. Et ça te permet de savoir d'avoir la santé financière en fait, de l'entreprise à un instant T. Par exemple, quand tu veux faire un rachat d'entreprise, le compte de résultat va te permettre de voir si l'entreprise est en bonne santé ou pas. Donc, voilà, tu as tout l'historique des opérations et là, tu vas classer aussi les charges et les produits, tu as les charges fixes, les charges variables. Pareil, dans les produits, toutes les rentrées d'argent, tu as différents types. Tu vas classer tout ça et quand tu vas faire le total, les charges et les produits ne vont pas être équilibrés. Et donc, tu vas voir aussi ce qu'il y a vraiment
euh, quel est le solde à l'instant T. La proposition de valeur, donc on a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, je ne suis pas sûr que tu aies vu ça, Emma. Est-ce que tu as vu ça ou tu es arrivé après? Non, je suis arrivée après. Voilà. Donc, en fait, quand vous lancez, vous voulez vous lancer sur un marché. Ce marché, il y a forcément de la concurrence, directe ou indirecte. Et vous voulez proposer un produit ou un service. Ce produit ou service, vous allez… donc, l'idée, c'est d'apporter de la valeur par rapport à un besoin client. Parce l'idée, c'est de monétiser. Donc, pour pouvoir vendre, il faut qu'il y ait un besoin en face. Donc, vous allez centrer sur votre proposition de valeur. Vous allez d'un côté avoir la partie client avec le ou les types de clients qu'on va définir avec le persona qu'on avait vu la dernière fois. La relation client, ça peut être du one-shot, un client qui va acheter un produit et puis après on ne le voit plus. Ça peut être une relation sur le long terme. Les canaux de distribution également, donc vous allez prendre en compte comment vous allez distribuer vos produits et services. Et en face, vous allez regarder qu'est-ce que vous allez produire, qu'est-ce que vous allez proposer en fait pour cette proposition de valeur, les activités que vous allez faire, les ressources dont vous aurez besoin et les partenaires avec lesquels vous allez vous associer ou sur lesquels vous allez vous reposer pour justement pouvoir produire cette valeur. Donc l'idée, c'est donc vraiment de répondre à un besoin, d'apporter une valeur ajoutée. C'est centré sur le besoin du bénéficiaire ou du client. Et là, en l'occurrence, si c'est… Alors, dans un cas éthique, vous pouvez très bien avoir deux propositions de valeur. Une pour le client, qui va être vraiment purement monétaire, et une pour le bénéficiaire, qui peut être matériel. Donc, en fonction à qui vous adressez, vous allez faire exercice de quelles vont être les actions, les activités, les ressources en fonction du client ou du bénéficiaire. Et l'idée, c'est de présenter ça de façon synthétique en fait. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit quiz? Yes. Ouais, vas-y. Allez. Tac. C'est parti. Je vois pas de retour. Hein. C'est compliqué? On réfléchit. Ouais. Ah. Alors. Ah, je sais pas là. Tu mets et puis on Je suis regarde pas sûre après. de moi sur certains trucs. Mais je t'ai envoyé. Ah, ok. Alors, attends. Donc là, j'ai deux réponses. Allez, j'ai soumis, je sais pas. Parti. Ok. Alors, il existe 3 solutions pour financer un projet. Non. Ok. Il y en a plus. Et n'hésitez pas à faire preuve d'imagination. Et ok. Donc, on peut définir le prix de vente par les coûts de production, oui. La concurrence, la valeur perçue, oui. Et bon, la dernière, ok, c'était… C'était bien la dernière fois quand tu affichais les résultats, en fait, c'était… Ah, pardon, excuse-moi.
Non, mais c'est vrai, c'était vachement utile. En fait. Excuse-moi, tu as raison. Ah ouais, En top. fait, parce que moi, je vois les résultats et du coup, Ouais. non, tu as bien fait de me le dire. Parce que euh, donc, les deux premières, bon, elles étaient faciles. Hein. Un modèle hybride, c'est composé d'une association et d'une entreprise, oui, par exemple, oui. Former plusieurs entités juridiques, oui. Alors, en quoi, pardon, je suis désolée, mais alors du coup, moi, j'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas répondu ça. Alors, en fait, les structures, enfin les modèles courants, ça va être l'association ou l'entreprise Ouais, commerciale. ouais. Généralement, quand tu veux lancer une activité, tu choisis un des deux modèles. Mm, En fonction du modèle que tu vas prendre, tu vas, mm, tu vas avoir droit à certaines subventions et aussi, bah, tu as des activités qui sont encadrées par la loi. Tu as toujours un cadre, en fait, un cadre juridique qui va mm, se dire, si c'est une activité commerciale, tu as une convention collective, tu as t'as une législation qui va te demander des agréments, par exemple. Enfin, voilà, tu as un cadre qui va limiter ton pouvoir d'action, je dirais. mm, Et pour certaines activités, bah, tu n'as pas le choix, tu vas soit passer en entreprise, soit en association. Et en mm. fonction de l'activité que toi tu veux faire, hein, que tu auras défini dans ton business model, bah, peut-être que tu vas te reposer sur les deux. Peut-être que tu vas d'un côté avoir une association qui va apporter quelque chose à des bénéficiaires et une entreprise qui va vendre des produits ou des services et dont les bénéfices va te permettre d'apporter de la subvention, entre guillemets, aux bénéficiaires de ton association. Ok. Elles sont liées juridiquement, mais Non, ça reste plusieurs entités. juridiquement, elles sont complètement indépendantes. Ok, Elles sont liées dans ton business model. ok. Et justement, la dernière question, les représentants des différentes structures d'un modèle hybride doivent être les mêmes pour les mêmes personnes, physiques ou morales? Non. Enfin, vous avez bien répondu. Et là, il faut faire attention. C'est-à-dire que dans les statuts, tu vas, en fait, tu veux te lancer dans une activité éthique. Euh, donc, l'idée, c'est d'apporter quelque chose à quelqu'un, mais il faut vivre. Donc, il faut que tu aies des Mm, revenus. Tes revenus, ils peuvent être liés soit à une activité commerciale, soit à ta position dans une association. Il peut y avoir des salariés dans une association. Donc, il faut faire très attention au poste que tu occupes dans une association par rapport à la rémunération que tu veux avoir. Rémunération, enfin, si tu veux une rémunération, déjà, tu ne peux pas avoir n'importe quoi. Enfin, tu peux, même en étant président, avoir une rémunération, mais elle sera encadrée. Par exemple, quand tu fais partie du bureau, ça va être encadré. mm. Et bah, pour une entreprise commerciale, bah, à la base, c'est beaucoup plus libre. Et c'est toi qui vas définir dans tes statuts, c'est toi qui vas cadrer l'échelle des salaires et la répartition des bénéfices. Mm. Ok. OK. La relation client. Alors, on a parlé un petit peu avec. Ah, pardon, je suis toujours sur le. Tac.